Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h. Bonjour à tous, l'heure libre est une émission en partenariat Front Populaire, le média et Sud Radio. Je suis en compagnie de Michel Onfray, philosophe, fondateur de la revue, et de Maxime Lenagar, rédacteur en chef de cette même revue. Notre invité aujourd'hui est Guillaume Bigot, essayiste, éditorialiste. Aujourd'hui, nous allons parler des scènes d'émeutes, de la guérilla qui se joue partout en France. Et nous allons aussi regarder dans le rétroviseur pour revoir les faits marquants depuis octobre dernier et nous interroger sur ce spectacle tragique auquel nous assistons. On va revenir sur plusieurs faits marquants, les émeutes, la guérilla urbaine, je vous le disais, mais aussi les faits divers qui nous ont horrifiés cette année. On reparlera de Lola, du drame d'Annecy. On reparlera de l'éducation nationale qui sombre aussi dans la violence après l'assassinat d'une professeure d'espagnol, souvenez-vous, à Saint-Jean-de-Luz. Et nous reviendrons sur les horreurs du harcèlement scolaire, illustré par le suicide de l'INSEE. On va parler de tout, finalement, ce qui fait la décivilisation. Bonjour à tous les trois. Alors, difficile de ne pas être effondré aujourd'hui quand on voit les scènes de pillage jeudi dans la nuit, les émeutes, les violences. Le pays à feu et à sang, et cette fois, ce n'était pas une image, mais la réalité. En plus, partout en France, on a vu des quartiers qui se sont embrasés. Partout en France, on a pu voir aussi que la police était totalement dépassée. Des scènes de pillage hallucinantes dans Paris qui n'étaient pas protégées. Des scènes de lynchage sordides comme à Marseille. Factuellement, ce sont 500 bâtiments publics qui ont été incendiés, 3880 feux qui ont été allumés sur la voie publique, 1900 voitures brûlées, 50 commerces pillés, 50 bus et poids lourds brûlés, près de 800 interpellations. Alors, c'est la première fois que vous parlez, Michel, sur ce sujet. Ça fait longtemps, en revanche, que vous nous parlez de guerre civile à bas bruit. J'ai envie de vous dire, on y est là. Oui, hélas, j'aurais tellement aimé avoir tort, mais je me fais traiter de fasciste depuis des années par Libération, Le Monde, l'Obs, France Inter. Je suis interdit de service public pour n'avoir dit que ça. Pour avoir dit depuis des années, attention, 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 on y va, vous êtes en train de répandre de la poudre partout, et un jour il y aura une étincelle qui mettra le feu à l'ensemble. Je me souviens d'avoir été traité de tous les noms par Geoffrin. J'avais fait un entretien dans le Figaro où j'avais dit effectivement tout ça, et vous avez repris dans Libération la totalité de cet entretien pour le commenter en disant que désormais j'étais passé du côté obscur de la force. Ils avaient fait une sur moi. J'avais 1200 personnes à chacun de mes cours pendant des années à l'Université populaire. Je me fais virer, mais là il n'y a pas de papier dans Libération. Mais là c'était une. Et il y avait une quelques temps plus tard avec Le Monde, tout simplement parce que je disais ça depuis toujours. Geoffrin m'avait dit, mais guerre civile, qui oppose qui à quoi ? Quand j'avais dit attention à Mélenchon, ce robespierriste, le même Geoffrin disait Robespierre, mais combien de morts actifs de Jean-Luc Mélenchon? Voilà, monsieur Geoffrin qui parade aujourd'hui chez Pascal Praud le matin pour nous expliquer qu'il y est pour rien, qu'il a jamais dit ça, que la gauche c'est pas cette gauche-là, que sa gauche à lui c'est le contraire, etc., etc. C'est-à-dire tous les anciens collabos, tous ceux qui ont rendu ça possible, aujourd'hui sifflotent et regardent en l'air. Est-ce qu'ils vont continuer à traiter de fascistes et de nazis tous ceux qui disent mais ça fait 10 ans qu'on le dit, ça fait 10 ans qu'on le fait savoir. Le gauchisme culturel, pour utiliser l'expression de Le Goff, fait la loi depuis mai 68. C'est le fameux interdit d'interdire qui produit aujourd'hui ses effets. Vous plantez un jour la graine de l'interdit d'interdire et vous obtenez un jour le fruit. Pourri et corrompu, mais le fruit pourri et corrompu. La mère de ce jeune homme tué, non pas cet enfant, comme dit toute la gauche, toute cette gauche-là. Ce petit ange. Alors, il y a le petit ange de monsieur Kylian Mbappé, mais je dirais un enfant, mais à 17 ans, ça va bien. Moi, je me souviens de qui j'étais quand j'avais 17 ans. J'étais pas un enfant. J'étais capable de faire un certain nombre de choses et d'assumer. Ce jeune homme qui conduit une voiture sans permis, donc sans assurance. Moi, j'ai pas eu besoin de plus d'informations que ça pour savoir que ce garçon était déjà dans la délinquance. Je ne l'aurais pas appelé petit ange puisque je savais qu'il conduisait une voiture. Et je me disais, conduire une voiture pareille quand on a 17 ans et qu'on n'a pas de permis de conduire et pas d'assurance, c'est qu'assez probablement, on n'a pas acheté cette voiture-là avec l'argent qu'on a gagné. J'ai appris par la suite que ce garçon faisait un CAP d'électricien et puis qu'il avait eu un certain nombre de problèmes avec la police depuis des années. Sa mère dit, mais c'était le seul homme de ma vie, c'était l'homme de ma vie, son père est parti très tôt et c'était mon meilleur ami. C'est pas la peine d'aller chercher plus loin. Si une mère ne fait pas son travail de mère,
Si un père ne fait pas son travail de père, si un enfant est pour sa mère son meilleur ami, c'est-à-dire une espèce de père de substitution, si à l'école on explique qu'il est le roi du monde parce qu'effectivement les enfants rois, il faut plus apprendre à lire, à écrire, à compter, à penser, à réfléchir, à analyser, à obéir, à être à l'heure parce que finalement tout ça est fasciste, eh bien un jour on obtient ça. Alors il ne faut pas faire l'étonner aujourd'hui, je veux dire que ce qui se passe, c'est très exactement ce qui a été produit. Et justement, Guillaume Bigot, vous aussi, vous prévenez depuis des années pour dire qu'il y a un risque de sécession. Je vais rappeler que vous aviez écrit un livre 7 mois avant les émeutes de 2005, pas de 2023, de 2005, qui s'appelait « Le jour où la France tremblera » chez Ramsay. Et vous écriviez dans ce livre « Après la France aux Français, on est passé à la banlieue, au blédard. Le sécessionnisme est à l'œuvre dans les quartiers. » Ouais, c'est un phénomène qui a démarré il y a longtemps, qui est un phénomène qui est apparemment plus complexe que ce qu'il semble. Les explications qu'on donne dans le débat public, comme on dit, sont des explications à la fois iréniques et simplistes, c'est la pauvreté, ou c'est l'explication non moins simpliste, c'est une autre civilisation qui s'est installée. Et c'est la civilisation arabo-musulmane qui s'est installée. En fait, on est face à un phénomène qui est plus complexe que ça, qui a à voir avec le fait que la France s'est reniée elle-même. La France cherche à se diluer dans l'Union européenne, et c'est un point évidemment totalement d'accord avec Michel Onfray, et elle ne peut plus de toute façon assimiler. Ça, c'est certain. Pour assimiler, il y a des conditions. D'abord, il faut que la nation qui accueille des migrants, des immigrés, se fasse énormément confiance. Il faut un patriotisme très puissant. La deuxième condition, il faut que les gens qui arrivent aient envie de s'assimiler. C'est extrêmement important, mais ça fonctionne de part et d'autre. Et troisièmement, c'est pas du tout un point de détail, il faut qu'il y ait une démographie assez vigoureuse. Pour une raison très simple que tout le monde oublie, c'est que ce sont les enfants indigènes, ce sont les enfants français qui vont transformer les nouveaux arrivants en français. Si une de ces trois conditions n'est pas réunie, ça ne fonctionne pas. Or, aucune des trois conditions n'est réunie. De plus, c'est un viol de domicile. Depuis l'arrêt Gisti en 1978, on n'a jamais demandé l'avis aux Français pour opérer des transferts massifs de population. C'est une immigration au départ de travail qui est devenue une immigration de peuplement, une immigration familiale. On parle beaucoup des clandestins, on parle beaucoup du droit d'asile, on oublie évidemment le regroupement familial qui fait la masse, plus des étudiants qui restent ici. Donc là, depuis 2005, on parle de 4 millions de migrants en plus depuis 2005. Ils sont principalement musulmans et ils arrivent dans ces quartiers. Alors pourquoi on ne peut pas dire que c'est une civilisation arabo-musulmane ? Parce que ces gens sont ce qu'on appellerait des zilotes, ou ce que Lénine appellerait un lumpen prolétariat. C'est un concept d'aliénation. Quand ils vont au bled, ils sont français. Quand ils sont en France, ils sont des étrangers. Ils n'habitent nulle part en réalité. Et ils sont face à un pays qui se déteste lui-même et qui leur parle avec une sorte de gêne, de culpabilité. Vous entendez ces expressions odieuses, ces populations. Je me souviens du procureur de Dijon. Souvenez-vous de Dijon en 2019, où les Tchétchènes étaient venus régler leur compte à ce que le procureur de Dijon avait appelé les Arabes de Dijon. C'est complètement fou, si vous voulez. Donc on voit bien que derrière cet antiracisme en carton, il y a une gêne. Les autorités de l'État ne considèrent pas les gens qui habitent dans les banlieues et qui parfois sont français depuis 2 ou 3 générations comme des Français à part entière. C'est la raison pour laquelle ils refusent de leur appliquer les lois communes. La loi est la même pour tous. Et d'ailleurs, quand votre frère ou votre ami a un problème, vous lui parlez franchement. Michel, vous vouliez ajouter quelque chose par rapport à ce que vient de dire Guillaume ? Non, je souscris absolument, mais je crois que on peut ne pas exclure cette idée qu'il y a quand même une civilisation arabo-musulmane. Je crois qu'il y a le rappeur Bédine qui a fait savoir que le Coran permettait de tirer sur des gendarmes s'ils nous tirent dessus. Donc il fait savoir qu'effectivement le Coran rend possible cette guerre civile. Donc il y a un moment donné où il faut élargir un petit peu les responsabilités. Guillaume a raison de rappeler qu'effectivement la fin des frontières de la nation, du peuple français qui initie le traité de Maastricht en 1992, plus 2005, cette idée que les Français disent bah non, on n'en veut pas de ce projet de société, ça nous convient pas, plus 2008 qui nous dit bah si ça vous convient pas, ça vous conviendra quand même parce que de toute façon on va faire voter le peuple contre le Congrès contre le peuple. C'est à prendre en considération aussi l'effondrement de l'éducation nationale. Ouais, on n'apprend plus à lire, à écrire, à compter,
à penser, etc., mais à faire du tri sélectif, à respecter son prochain pour une grande société hybride et inclusive, etc., etc., la trace carbone et ce genre de choses. Donc il n'y a plus de surmoi, pour utiliser l'expression de Freud. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de morale, il n'y a plus d'éthique, il n'y a plus de morale, pour utiliser l'expression du christianisme, de la religion. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de père, il n'y a plus d'autorité. Donc il y avait effectivement un mai 68 heureux dans la critique de l'autoritarisme, mais la critique de l'autoritarisme a jeté aussi l'autorité en tant que telle. C'est-à-dire le père n'a plus d'autorité, le couple n'a plus d'autorité, les parents n'ont plus d'autorité, l'enseignant n'a plus d'autorité. Aujourd'hui, la police n'a plus d'autorité. Alors que finalement, quand l'État veut absolument faire payer une amende de 130 € aux gens qui sortent alors que c'est interdit pendant le Covid, alors là, l'État, ça existe. Il y a de la police, il y a de l'armée, il y a la possibilité de recouvrer de l'argent. Quand on traverse un village à 53 km/h, il n'y a pas de problème, on est capable de retrouver le propriétaire du véhicule et de faire payer. Et si vous ne payez pas vos impôts, il n'y a aucun problème. C'est-à-dire qu'on ne manque pas d'État. On manque de volonté dans l'État. Exactement. Simplement montrer que l'État existerait, puisqu'il existe, mais qu'il existerait en faveur des Français, sûrement pas. L'État, il existe contre les Français. Il est tourné contre les Français parce que l'État travaille à sa dissolution dans le grand État maastrichtien, dans le grand État européiste. Alors, justement, on va se retrouver dans un instant, parce que je voudrais vous rappeler la phrase prémonitoire de Gérard Collomb aussi. Alors, elle est plus tardive par rapport à votre essai, Guillaume Bigot. Elle date de 2018. C'était le premier ministre de l'Intérieur d'Emmanuel Macron, et il annonçait: aujourd'hui on vit côte à côte, je crains que demain on vive face à face. Qu'est-ce qui a été fait depuis 5 ans? Eh bien, on s'en parle tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h, Stéphane Simon, Michel Onfray. De retour dans l'heure libre, une émission en direct tous les samedis matins de 10h à 11h, un partenariat Front Populaire, La Revue et Sud Radio. Je suis en compagnie de Michel Onfray, philosophe, Maxime Le Nagar, rédacteur en chef de Front Populaire, et notre invité est Guillaume Bigot. Alors nous le disions, notre société s'effondre. On a vu cette semaine des scènes de guérilla urbaine partout, des services de sécurité débordés, des blindés de la BRI qui reculent, le pays qui n'est pas tenu. Mais j'ai été assez surpris de constater que les chaînes d'infos et les JT n'ont pas montré toutes les images qui étaient possibles de voir, notamment celle de lynchage. J'ai en tête celle de cet homme à Marseille qui se fait tabasser et dont on entend distinctement « les Arabes, ils t'enculent ». Voilà ce qu'ils disent en lynchant ce policier qui a été repéré comme étant civil et qui n'est pas en fonction. Alors, je voudrais vous demander, et peut-être commencer par vous, Guillaume, pourquoi, à votre avis, certains médias ne veulent plus montrer le réel et pratiquent une forme d'autocensure? Parce que déjà, le discours officiel, c'est un discours de mensonge, c'est un discours d'inversion. On nous incite en permanence à ne pas faire d'amalgame, on nous incite, on nous met en garde contre la xénophobie, on nous met en garde contre le racisme, on nous met en garde contre la haine de l'autre. Mais en fait, c'est une auto-accusation préventive du corps social français, parce qu'il veut cacher ce qu'il n'est dans les banlieues. Cette espèce d'alter-peuple qui effectivement considère, met tous les Français dans un même sac, toutes les faces de craie dans un même sac, toutes les babtous dans un même sac, tous les mécréants dans un même sac d'ignominie, de haine. Parce qu'il y a là une communion de xénophobie, il y a une communion de racisme, il y a un rejet de l'autre. Et donc on s'accuse préventivement pour cacher cette réalité. Donc c'est assez logique qu'il ne montre pas cette réalité, elle explose au visage. Il y avait une vidéo qui a été très 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 frappante. C'était celle, souvenez-vous, d'un livreur de pizza. De pizza, exactement, probablement d'origine maghrébine, mais qu'importe son origine, probablement d'ailleurs aussi de nationalité française, Non, c'était un Africain. C'est un Africain. Pardon, autant pour moi, c'est inversé. Ouais. Et il a été littéralement lynché, lui aussi, par la personne à qui il livrait cette pizza, qui était d'origine maghrébine. Exactement. Et celui qui était d'origine maghrébine lui a dit « Mais tu n'es rien, t'es un sale nègre, de toute façon, nous les musulmans, vous avons vendu, vous les noirs, comme des têtes de maïs, vous n'êtes rien, je te toucherai même pas avec un bâton. » Donc on voit bien que cette accusation, cette auto-accusation permanente de la France de racisme, parce qu'on veut prévenir le racisme, c'est pour mieux dissimuler ce racisme qui explose. Je le connais bien, j'ai grandi dans ces quartiers, je connais par cœur cet racisme et cette haine de l'autre. Mais c'est plus complexe que simplement la culture arabo-musulmane. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a une dimension de réislamisation
évidemment, elle existe. Mais attention, il y a aussi les trafics de stupéfiants. Les trafiquants de drogue ne sont pas nécessairement des islamistes. Pour l'instant, c'est pour ça que la situation est très dangereuse, ils contrôlent les armes. Il y a beaucoup d'armes en banlieue. Ils sont contrôlés par les trafiquants de stupéfiants. Et on voit bien d'ailleurs que les islamistes, en général, ils jouent du couteau. Ils n'ont pas tellement accès à ces armes plus difficilement. Et surtout, on voit bien que c'est ni vraiment une appartenance nationale. Parfois, ils sortent des drapeaux algériens, des drapeaux marocains. Il y a aussi des gens de toutes origines là-dedans. Il y a de l'islamisme et il y a cette culture du ghetto américain de Scarface. Et c'est un mélange de tout ça. Et c'est pas vraiment l'islam traditionnel classique. C'est une sorte de barbarie parce que ces gens, un peu comme des poissons, sont sortis de leur bocal et ils ont fabriqué un monde à part, un monde étrange qui n'est ni le Maghreb, ni l'islam traditionnel, ni le ghetto américain, qui est le ghetto à la française, qui est très inquiétant. Et alors Michel, c'est cette espèce de chaudron insurrectionnel, vous partagez cet avis ? Oui, bien sûr, et moi je pense qu'on peut parler de civilisation arabo-musulmane, ça existe, parce que c'est quand il y a une civilisation judéo-chrétienne, il est bien évident que les barbares chrétiens qui instaurent le christianisme ne sont pas des gens qui sont au point sur l'Ancien et le Nouveau Testament, ils n'ont pas lu le Talmud, la Torah plutôt, ils ne sont pas très au point, bien sûr, mais ils se réclament quand même d'un christianisme pour les nuls. Donc je pense que ces gens-là se réclament également d'un islamisme pour les nuls. C'est-à-dire ils ont 2 ou 3 préventions, ils sont contre l'alcool, mais enfin bon, ils en boivent quand même. Ils sont pour le respect des femmes, mais en même temps, ils utilisent les femmes comme des choses ou comme des objets. Et ils sont théoriquement contre l'argent, mais finalement, ils adorent le fric quand il s'agit d'en faire et d'en avoir. Et tout ce qui est ostentatoire, les voitures, les chaînes en or, etc., etc. Enfin, il y a une culture qui fait que on sent bien que finalement, il y a des choses en commun entre un Kylian Mbappé qui est ultra milliardaire, qui s'en vient nous parler d'un petit ange alors qu'il est délinquant, et d'autres qui sont vraiment des gros délinquants, eux aussi, ou peut-être même ce garçon qui a été tué, ce jeune homme qui a été tué. Il y a une culture. Alors, on met culture entre guillemets, évidemment, s'il s'agit de la comparer à la culture judéo-chrétienne, c'est un peu problématique, mais c'est une culture. C'est une culture qui part d'un certain type d'islam. Pas un islam éclairé, pas un islam des Lumières, pas un islam des textes, pas un islam d'un certain nombre d'imams, bien sûr, mais un certain islam, ça me paraît évident, avec la haine des Français, en disant il y a d'un côté la terre d'islam et puis de l'autre côté la terre qui ne l'est pas. D'un côté les mécréants, les gens du livre, et puis de l'autre côté les musulmans. Je rappelle quand même qu'ils ont récemment, ces gens-là, détruit un drapeau français qui incarnait la résistance, et ils ont fait entendre des slogans disant à mort les juifs. Alors d'un seul coup, tous les gens qui sont très attentifs à voir de l'antisémitisme partout, y compris chez moi quand je dis ma préférence à Marx, à Proudhon contre Marx, alors ces gens-là, ils voient de l'antisémitisme dans ces cas-là. Mais là, il n'y a pas d'antisémitisme chez des gens qui disent mort aux juifs. C'est quand même étonnant. Donc oui, il y a une culture antisémite, arabo-musulmane, elle existe, sur la question des femmes, du halal, de l'alcool, de ce qu'il faudrait faire et pas faire, de la haine des mécréants, enfin tout ça, ça existe. C'est une culture. Alors ça vaut ce que ça vaut. Je me souviens d'avoir fait un débat avec Régis Debray en parlant de la culture musulmane, et en présence de Jean-Pierre Chevènement, et Régis Debray disait mais il n'y a pas de culture musulmane. Bien sûr que si, il y a une culture musulmane. Il y a une littérature, il y a une architecture, il y a une pensée, il y a une philosophie, etc. Plus effectivement un renouveau avec ce peuple-là, ce peuple nouveau de l'islam qui s'en réclame quand il s'agit de choisir son camp. Le fameux Mbappé, le fort sympathique, très gentil, etc., le gentil garçon, l'intégration formidable. Dès qu'il s'agit de choisir son camp, il choisit son camp. Le petit ange délinquant contre éventuellement le policier en disant, le gendarme en disant attendons, présomption d'innocence, on verra qui a tiré, comment, de quelle manière, pourquoi, quelles sont les raisons. Là, il n'y a pas du tout. La justice est faite, elle est expéditive, elle est médiatique, il suffit juste d'un texto en disant il y a un petit ange, chacun sait désormais qui est ce petit ange, chacun sait désormais aussi, c'est une bonne chose, qui est Kylian Mbappé. Alors, je disais tout à l'heure que Gérard Collomb avait prophétisé ces affrontements à venir, et je voulais vous demander, Guillaume Bigot, qu'est-ce qui a été fait depuis un peu plus de 5 ans, justement? On a l'impression que devant les quartiers, le gouvernement est comme une poule devant un cure-dent, qu'il ne sait pas quoi faire. En fait, il faut revenir à ce triptyque, sans pour autant réduire la population de ces quartiers, aux caïds, aux émeutiers, aux islamistes, etc. Même s'il faut absolument sans naïveté comprendre qu'ils les tiennent, enfin au sens d'un contrôle social. Il y a plusieurs acteurs. Il y a les islamistes, il y a les caïds, il y a des gens qui vont et qui viennent d'ailleurs avec le reste de la société, qui ont généralement des petits boulots. Et puis, il y a des jeunes, des gens très très jeunes. Et là, ce qu'on voit, à mon avis, c'est l'explosion de colère non contrôlée ni par les islamistes ni par les caïds, des gens très jeunes. Alors, la France, elle est face
et on revient sur les politiques, elle est face à un dilemme insupportable. Elle ne peut pas tolérer les émeutes, elle ne peut pas tolérer l'islamisme et le séparatisme, et elle ne peut pas tolérer non plus le trafic de stupéfiants. Sauf que le trafic de stupéfiants et le séparatisme, dans un univers comme ça, c'est ce qui tient en quelque sorte la cité. C'est très ironique, d'ailleurs on parle des cités, Ouais. mais on revient vraiment à la cité athénienne, vous voyez, avec un affectio societatis, avec un territoire, un peuple et une culture particulière. Ensuite, autre ironie linguistique ou langagière, c'est la notion de banlieue. Je rappelle que la banlieue, c'est le lieu du ban. Le ban, au Moyen-Âge, c'est là où le seigneur rendait la justice. Donc on a fait beaucoup de chemin, vous voyez, depuis le Moyen-Âge. En fait, se remet en place un contrôle social, un peu bricolé, très instable. Et là, ce qui est très inquiétant dans ces émeutes, c'est que si elles dérapent, c'est-à-dire que si jamais des armes sont prises par les gamins qui tirent sur la police sera obligée de riposter. Et donc là, ça va être exponentiel, il y aura beaucoup de morts. Et là, pour le coup, que vont faire les islamistes et que vont faire les trafiquants de drogue? À mon avis, venger les martyrs. Enfin, c'est une hypothèse, mais on verra. Donc là, si on reprend maintenant une autre grille de lecture qui me semble fondamentale, je sais pas ce qu'on pense Michel Onfray, c'est le long terme de l'histoire de France. C'est-à-dire que notre caractéristique, nous ne sommes pas protestants et nous ne sommes pas anglo-saxons, nous ne supportons pas l'idée qu'il y aurait sur notre territoire des enclaves, des gens qui vivraient à part, avec des mœurs à part. Ça, c'est vraiment quelque chose de très puissant dans l'histoire de France. Il y a une idée d'unité, une idée d'égalité. Toute minorité qui a essayé de prendre le contrôle d'un territoire au nom d'une religion distincte, pour installer un État politique ou une sorte de monopole de la violence localement, a fini brisé dans le sang en France. C'est inéluctable. Nous sommes aussi le pays des guerres civiles, malheureusement. Et là, c'est, à mon sens, qui nous pend au nez depuis longtemps. Il aurait fallu agir en 2005. Il aurait fallu agir, mais ça n'a pas été le cas. Non. Et en fait, c'est pas qu'on n'a rien fait, Stéphane Simon. C'est que je pense qu'on a fait tout ce qu'il fallait pour aggraver le tableau. En 2005, les gens qui avaient 17 ans, qui étaient des émeutiers. Aujourd'hui, ils ont quel âge? 30-35 ans. Ils ne sont plus nécessairement des émeutiers. Mais entre-temps, ils ont été remplacés. Je disais, 4 millions de gens sont venus entre-temps. Alors pourquoi? Bien sûr, parce que Uber en a besoin, Deliveroo en a besoin, le MEDEF en a besoin. C'est une évidence. Donc il faut venir une main-d'œuvre pas chère. Mais il y a un autre mécanisme aussi, ce qui est entre-temps qu'il y a eu de plus en plus de laxisme judiciaire, de plus en plus de protection des droits de la défense. On n'a pas construit les places de prison, évidemment. Et surtout, on n'a pas brassé les populations. On n'a pratiqué aucune assimilation pour la raison qu'on a indiquée, puisqu'on ne croit plus nous-mêmes à la nation. Ouais. Alors, je voudrais, avant de retrouver Michel Onfray, je voudrais aussi annoncer la couleur. On va se demander dans un instant comment il faut réagir face au discours d'irresponsabilité qu'ont tenu les députés de la France Insoumise. On se souvient qu'ils ont refusé d'appeler au calme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils veulent faire tomber le pouvoir dans la rue, c'est ça ce qu'ils poursuivent? On en parle dans un instant sur Sud Radio. Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h, Stéphane Simon, Michel Onfray. De retour dans l'heure libre, toujours en compagnie de Michel Onfray, toujours en compagnie de Maxime Le Lagarde et toujours en compagnie de notre invité Guillaume Bigot, essayiste. On parle ce matin du retour sur les événements sanglants, quasiment sanglants, pardon, je m'emporte un peu, il n'y a pas encore du sang qui a coulé, même s'il y a eu des lynchages très importants, en tout cas des émeutes, des violences urbaines absolument terribles dans la nuit de jeudi à vendredi. Et puis on parlait à l'instant de ce que les députés, de la part de responsabilité des députés de la France Insoumise. Ils ont mercredi, alors que le policier qui a tiré sur Naël était déjà mis en examen pour homicide volontaire, il n'était pas question pour eux d'appeler au calme. Qu'est-ce que ça veut dire, Michel Onfray? C'est une stratégie et une tactique politique de Jean-Luc Mélenchon, qui est un personnage vraiment détestable. Vraiment, c'est une catastrophe pour l'histoire de France. D'abord, cet homme a été une catastrophe pendant 25 ans comme sénateur maastrichtien, défendant ce qui a rendu possible le délitement de la société aujourd'hui. Ensuite, c'est un personnage qui s'est plusieurs fois présenté aux élections présidentielles avec des programmes différents. Il a été jaurétien, il a été gaulliste, et puis à un moment donné, il s'est dit finalement l'islamo-gauchisme, c'est plus rentable. Et là, il est sur cette ligne d'islamo-gauchisme. Alors, c'est quelqu'un qui adore la Révolution française, mais qui est très illettré en matière de Révolution française. Il faut arrêter cette fiction des journalistes qui sont plus crétins que lui, ce qui n'est pas compliqué, qui ne savent pas ce qu'est la Révolution française, et quand il donne 3 noms de la Révolution française, ils disent qu'est-ce qu'il est vraiment très cultivé, ce garçon. En fait, il a lu les historiens de la Révolution française qui sont communistes et qui sont donc robespierristes.
Il est robespierriste Mélenchon, c'est-à-dire qu'il instrumentalise les sans-culottes d'aujourd'hui. Robespierre est arrivé au pouvoir parce qu'effectivement, il a instrumentalisé les sans-culottes en théorisant sur le peuple avec un P majuscule. Il n'en avait rien à faire du peuple. Quand le peuple a commencé à demander à boire et à manger et du savon pour se laver ou des bougies pour se laver, pour s'éclairer, il a envoyé ce peuple, du moins ses représentants du peuple, à la guillotine. C'est ça, Robespierre. Mélenchon, c'est ça aussi. C'est quelqu'un qui n'est pas sur des stratégies marxistes. Le marxisme disait qu'il fallait que l'avant-garde éclairée du prolétariat puisse prendre la tête de la révolution. L'avant-garde éclairée du prolétariat, c'est le prolétariat des villes, syndiqué, marxiste, très au courant de ce qu'est la lutte des classes, la dictature du prolétariat ou ce genre de choses. Il est plutôt sur une perspective bakouninienne. Bakounine, il nous dit « Ah non, moi je suis pas d'accord avec Marx sur ce sujet, on va pas aller demander à des ouvriers formés de faire la révolution contre la paysannerie, c'est trop compliqué, c'est trop long. » Et lui, il dit « Prenons tout, on dirait aujourd'hui les racailles. » Il nous dit Bakounine, dans toute sa prose anarchiste, il nous dit, je fais une partie de ma thèse là-dessus, donc j'ai vu le détail du fonctionnement bakouninien, il faut aller vider les prisons, il faut prendre les délinquants, il faut prendre les chômeurs, il faut prendre les malfrats, il faut prendre tous ces gens-là, et de manière très artistique, il ajoute les artistes aussi, et il va se créer une espèce de révolution naturellement, et puis naturellement on obtiendra une société sans classe, une société sans exploitation, etc., etc. Et Mélenchon est sur cette logique, c'est-à-dire il instrumentalise, c'est ce qu'on appelle l'islamo-gauchisme, il instrumentalise un certain type d'islam qui le lui rend bien, il instrumentalise un certain nombre de gens qui sont pas contents, mécontents, alors d'un seul coup il est écologiste, il défend la radicalité écologiste, enfin il défend la radicalité décolonialiste, les décolonialistes disent c'est une bonne prise, on a ramené ce type-là dans nos filets, il s'en rend même pas compte, il en a rien à faire, il instrumentalise des gens qui l'instrumentalisent lui-même, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné où quand on voit effectivement un député de la France Insoumise qui se fait maltraiter, il faudrait que Mélenchon comprenne que lui et les siens se feront maltraiter par ceux qu'il a lâchés, qu'il a entretenus en entretenant leur sauvagerie, en disant que la police tuait et que la famille Traoré était héroïque, que George Floyd était héroïque. Je rappelle qu'à chaque fois, on oublie quand même de savoir comment les choses se sont passées pour qu'on en arrive à ces catastrophes que sont la mort des hommes. Mais très en amont, la vidéo de George Floyd, elle dure 45 minutes. En son temps, moi, je l'ai vue. On la voit plus aujourd'hui. On voit juste les 10 dernières minutes. Alors évidemment, ce sont les 10 dernières minutes d'agonie qui sont indéfendables. Mais je veux dire, si on veut vraiment faire de l'histoire et regarder la réalité, c'est ça qu'on devrait mettre en avant. Mélenchon ne fait pas d'histoire, ne veut pas voir la réalité. Il n'y a qu'une seule chose qui l'intéresse, être président de la République. S'il ne l'est pas, être élu Premier ministre, il dit, et s'il ne l'est pas non plus, mettre la rue dehors pour tout mettre par terre en disant c'est moi qui récupérerai tout ça. Si Mélenchon pense que les gamins qui vont voler des chaussures de sport dans des magasins de luxe, c'est ça le capitalisme, je veux dire, franchement, l'anticapitalisme, je veux dire. Ces gamins-là vont se mettre le doigt sur la couture du pantalon en disant dis-nous donc, cher Jean-Luc, ce qu'il faut faire. Il va se trouver renversé lui aussi, c'est-à-dire qu'il est l'apprenti sorcier. Et là, je crois qu'il n'y a même pas d'occasion de revenir sur ce terrain-là, parce qu'il pourrait encore négocier avec les dealers des banlieues, les grands frères des banlieues, mais ces gens-là n'en veulent pas des négociations avec Mélenchon. Ces gens-là, on ne les voyait pas dans la rue quand il s'agissait de défendre la retraite à 60 ans. C'est maintenant qu'on les voit dans la rue. Et alors, la France Insoumise s'en va derrière tous ces gens-là, mais je crois que très vite, ils vont se prendre des gifles et ils vont découvrir effectivement qu'ils ont mis en place un monstre qui leur échappe. Mais on parle souvent du Rassemblement national en lui faisant le procès d'être fasciste, c'est ce qu'on entend comme une petite rengaine depuis des années. Mais moi, j'oserais une question. Quelle différence il y a entre l'attitude des insoumis qui visent à faire tomber le pouvoir par la rue en ce moment et ce qu'étaient les milices fascistes des années 30? On se souvient qu'elles voulaient faire tomber le gouvernement aussi dans la rue. Alors, il y a peut-être évidemment une différence vestimentaire entre les milices des années 30 qui étaient en uniforme et là, les cohortes de la France Insoumise ou du comité Adama qui sont en survêtement et en capuche. Mais est-ce qu'il y a finalement sur la stratégie pas exactement les mêmes envies qui sont anti-républicaines et anti-démocratiques, Guillaume Bigot? Il y a en apparence des bourgeois qui s'habillent en noir pour les Black Blocs et qui vont tabasser des smicards, que sont les policiers. Oui, donc là, ça peut ressembler un peu au fascisme. Mais je crois que ce qui est très compliqué, c'est qu'on est un peu justement pollué.
et cette question des banlieues, cette question de l'immigration a été absolument incomprise parce qu'on a projeté en permanence comme un écran mental le noir et blanc des années 20, des années 30. Et pendant très longtemps, on n'a pas voulu voir ce qui se tramait dans les banlieues, qu'il y avait de la graine de SS dans les banlieues, effectivement, et des gens très très brutaux, parce qu'on disait « Ah, mais ce sont les héritiers symboliques des enfants qui portaient des étoiles jaunes, etc. » Jusqu'au moment où, dans les classes, on dit « Ah, ben c'est dommage qu'Hitler n'ait pas fini le travail. » Et là, évidemment, la bien-pensance, c'est une sorte d'erreur 404. Bon, moi, je crois que, effectivement, le vrai parti de l'étranger, là, ce qui est très, la politique du pire, oui, c'est LFI, on s'attaque à LFI, il faut pas oublier EELV, je pense qu'ils se tirent la bourre aussi, il y a une course à l'échalote, parce que finalement, Mélenchon, la matrice, le grand récit de Mélenchon, que ce s'agisse de la Révolution française ou du Soleil d'octobre, c'est très très loin. En fait, là, ceux qui sont en pointe, ce sont les écolos. Alors les écolos, Zemmour dit que ce sont des pastèques parce qu'ils sont en apparence verts et à l'intérieur rouge. Je ne crois pas. Je crois que ce sont des melons d'eau. En fait, ils sont en apparence verts, mais à l'intérieur, il y a de l'islamisme. Donc il y a, avec tous ces gens-là, ont une complicité indiscutable avec l'islamisme. Il y a bien sûr une question de survie électorale pour les uns comme pour les autres, mais pas que. Moi, je pense que LFI et EELV, quand on regarde les résultats électoraux, la sociologie électorale, comme il y a des sodas sans sucre, on se rend compte que ce sont des formations dites de gauche garanties sans peuple. C'est-à-dire qu'aucun membre de la classe ouvrière ou des gens modestes, personne ne vote pour eux. En fait, ce sont des catégories aisées, urbaines, diplômées, et ils cherchent dans les banlieues à faire ami-ami avec qui ? En fait, ils font le jeu à la fois de ce qui ressemble vraiment à l'extrême droite aujourd'hui, misogyne, antisémite, homophobe, c'est-à-dire l'islamisme. Et ils sont des collaborateurs de l'extrême droite islamique, en tout cas de l'ultra-réaction, de l'ultra-patriarcat islamique. Mais ils sont aussi les complices de gens qu'ils prennent, parce que dans les cités, excusez-moi, mais ils ne s'intéressent absolument pas au réchauffement climatique, ils ne s'intéressent pas non plus à répartir mieux les revenus. L'enjeu des banlieues, les gamins dans les banlieues, ils veulent ressembler à Scarface, ils ne veulent pas ressembler à Jean Valjean ou à Greta Thunberg, si vous voulez. Donc, ils sont complices aussi de cette espèce d'ultra-capitalisme. Voilà. Et alors pourquoi ils sont très attachés à ça ? Il y a une part de manipulation, c'est vrai, mais il y a aussi une part de sincérité parce que pour eux, les migrants ou les descendants de migrants, qui en plus sont des pauvres, c'est l'avant-garde du prolétariat mondial, sont les vaincus de la mondialisation et c'est presque le seul point de contact qu'ils ont avec le monde populaire. D'ailleurs, ils parlent de quartier populaire. C'est un peu leur feuille de vigne populaire, si vous voulez. C'est ça l'intérêt pour eux de ce truc-là. Même au prix de se renier intégralement et de faire, là pour le coup, la politique du pire. Parce que ils disent qu'ils veulent la 6e République, ils disent qu'ils veulent faire tomber le capitalisme pour sauver le climat, mais en fait, ils sont prêts là à la politique, pas de la terre brûlée, de la République brûlée. Parce que ce sont des écoles, des mairies qui brûlent, des commissariats qui brûlent. Là, ils font brûler la République. Oui, absolument. Ils font brûler la République. Et justement, Michel, est-ce qu'il ne faut pas arrêter de dire que les émeutiers se révoltent parce que la République les a délaissés, finalement, souscrire à ce discours victimaire? Est-ce que ce ne sont pas eux, tout simplement, qui tournent le dos à la République et qu'on a une forme d'inversion des valeurs qui est tout à fait une forme de décivilisation, finalement? Moi, j'invite ces gens-là à venir dans mon village natal, à Chambois, à 500 habitants, pour voir comment on a traité les gens de ce village, quel argent on a donné à ce village-là pour qu'il puisse exister, survivre, etc. Il y a un argent fou qui a été distribué dans les banlieues, un argent fou dans les banlieues de toutes les villes de France qui sont en train de se rebeller aujourd'hui. Parce que d'ailleurs, s'ils mettent le feu à des écoles, c'est qu'il y a encore des écoles. Dans les villages, aujourd'hui, il n'y a plus d'écoles. S'ils mettent le feu à des commissariats, c'est qu'il y a encore des commissariats dans ces endroits-là. S'ils mettent le feu à des structures publiques, à des structures de l'État français, c'est qu'il y en a encore. Aujourd'hui, à Chambois, dans mon village, il n'y a plus rien de tout ça. Tout ça a disparu. Mais ce sont des gens qui sont effectivement dans la dignité. Je rappelle simplement que l'histoire est ancienne du compagnonnage entre l'islamisme et le fascisme et le nazisme. C'est vrai. Le grand moufti de Jérusalem est quand même quelqu'un qui s'en va, à Berlin sous le nazisme, effectuer une prière en estimant qu'il faut collaborer avec le nazisme pour des raisons antisémites. Je rappelle quand même que les choses ne sont pas dites. Là, d'un seul coup, on voit de l'antisémitisme partout chez tout le monde en permanence, sauf là où il est, c'est-à-dire comme le nez au milieu de la figure. À chaque fois que nous avons vu des images de gens qui défilaient, encore hier à Nanterre, on voit des drapeaux palestiniens, on voit des drapeaux algériens. Quand on a sali un drapeau français et qu'on a crié « mort aux Juifs », la chose a été dite. On n'a pas estimé d'un seul coup que ça discréditait la totalité du mouvement. Quand un gilet jaune un peu aviné s'est mis à dire « ah, les Juifs ont l'argent », etc., on a dit « regardez, tous les gilets jaunes sont des antisémites, tous !»
Ouais. Mais là, jusqu'où faudra-t-il aller pour estimer que l'islamo-gauchisme est un antisémitisme, qu'il est dangereux pour les juifs qui habitent en France, et pas seulement que cette espèce de collaboration de l'islam avec le nazisme est très ancienne, je le dis, avec le grand mufti de Jérusalem, mais par la suite, tous les anciens nazis, une grande partie du moins des anciens nazis après-guerre, ont servi les régimes syriens ou des régimes du côté des Palestiniens. C'est-à-dire que, bien sûr qu'il y a un fascisme aujourd'hui qui est un fascisme musulman inspiré de l'islam, et que ce fascisme-là, il est bien plus dangereux que le chiracisme de Marine Le Pen. Marine Le Pen, c'est quoi? C'est Chirac en jupe, le Chirac des années 70. Mais qui aujourd'hui, parce qu'elle respecte la République, c'est quand elle perd les élections... Bah oui, c'est-à-dire que là, on voit que la République est plus respectée du côté du Rassemblement National que du côté de la France Insoumise. Elle n'est pas plus dangereuse pour l'Europe que Chirac, d'ailleurs. Ouais. Dans un instant... Bien sûr. Pardonnez-moi, dans un instant, on va continuer à parler de décivilisation avec un retour sur des faits divers qui nous ont marqués cette année. On va reparler de Lola et d'Annecy. On va voir que les indignations sont sélectives et qu'on n'honore plus on n'a plus envie des mêmes hommages, et qu'il y a deux France qui n'ont plus les mêmes morts et plus les mêmes hommages. On en parle dans un instant sur Sud Radio. Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h, Stéphane Simon, Michel Onfray. Toujours l'heure libre, un partenariat Sud Radio et Front Populaire. Toujours Michel Onfray avec nous, toujours Maxime Le Nagard et toujours notre invité Guillaume Bigot, essayiste et éditorialiste. Maxime Le Nagard, on parle de décivilisation. On a vu d'ailleurs que ces émeutes contribuent quelque part aussi à cette décivilisation, ces inversions de valeurs. D'où vient tout de même ce terme de décivilisation qu'on a entendu récemment dans la bouche d'ailleurs du président Macron, qu'il a soigneusement récupéré? Oui, il en a parlé, lui, c'était en Conseil des ministres il y a quelques semaines. Bon, il n'est pas le seul, la droite en parle beaucoup. Originellement, le terme de décivilisation se trouve chez le sociologue Norbert Elias dans un livre intitulé « Sur le processus de civilisation ». Publié en 1939, le sociologue décrit le long processus de civilisation occidentale, notamment, selon lui, caractérisé par un contrôle de la violence qui va peser de plus en plus sur les individus eux-mêmes et non sur des instances extérieures. Il analyse la grande dynamique historique de l'autocontrôle des pulsions en Occident, l'intériorisation des règles sociales et des usages de la civilité. Or, juif et contemporain du nazisme, Elias développe l'idée qu'un processus de civilisation n'interdit pas des moments de régression et donc de décivilisation lorsque la barbarie réapparaît contextuellement. Alors, la montée de la violence gratuite, l'augmentation des insultes, des menaces dans les rapports interpersonnels, l'effondrement de la politesse et des règles de civilité peuvent donc constituer une forme de décivilisation. Et Michel Onfray parlait en début d'émission du fait que les gens ont de moins en moins de surmoi. Ça résume bien l'idée de décivilisation au final. C'est en ce sens que l'entend également le président de la République, à cette grande différence que lui est au pouvoir depuis 6 ans. À noter qu'on a évidemment trouvé aussi la formule chez Renaud Camus. L'écrivain a écrit un livre qui s'appelle Décivilisation chez Fayard en 2011. Et lui, il emploie le terme pour qualifier la crise contemporaine de la transmission et l'effondrement des humanités. Les médias n'ont pas manqué de le rappeler, évidemment. Alors, il y a des faits divers qui nous racontent cette décivilisation. Vous vous souvenez, en octobre dernier, de la petite Lola, 12 ans, qui était assassinée par une certaine Dabia, 25 ans, qui était sous le coup d'une OQTF. Et puis, on se souvient aussi de l'horreur, le 8 juin dernier, avec l'attaque au couteau d'un Syrien sur des enfants en poussette, qui est ce Syrien dont on a découvert qu'il bénéficiait du statut de réfugié politique accordé en Suède. Ces crimes, évidemment, se sont accompagnés d'effroi de toute une partie de la classe politique. Et puis, au contraire, une autre partie de la classe politique s'est immédiatement prononcée sur la dénonciation de la récupération politique. Et on a l'impression, et là je voudrais entendre Michel Onfray là-dessus, on a l'impression que chacun aujourd'hui choisit ses morts, qu'il y a ceux qui veulent voir le petit ange Naël et qui sont prêts à saccager les quartiers entiers au nom de Naël. Et puis, il y a ceux qui veulent honorer la mémoire de Lola ou de ses enfants frappés à Annecy. On ne partage plus les mêmes morts, on ne partage plus les mêmes émotions, ni les mêmes hommages. Qu'est-ce que ça veut dire, Michel Onfray? Ça veut dire que le réel a disparu et qu'on est moins soucieux du réel que des images qu'on constitue pour le remplacer. C'est-à-dire que ce petit garçon, ce petit ange, etc., c'est une icône, c'est une figure, c'est une image saint-sulpicienne fabriquée par Kylian Mbappé, parce qu'il nous fabrique effectivement un personnage qui n'existe pas. Moi, j'ai les informations que Kylian Mbappé a
quand il écrit son texto, on n'en sait pas encore beaucoup, mais enfin assez, je me répète, pour dire que quand on a 17 ans, qu'on conduit une voiture de luxe, c'est qu'on n'a pas de permis de conduire et assez probablement pas d'assurance. Donc on ne peut pas être un petit ange, ça n'est pas possible. De l'autre côté, cette idée de dire il faut absolument les pouvoirs spéciaux quasiment au chef de l'État, je crois savoir qu'Éric Zemmour a estimé qu'il fallait remettre les pleins pouvoirs à Emmanuel Macron pour régler le problème. Il y a un moment donné aussi où on se dit faut arrêter de croire que si on veut résoudre le problème, il faudrait que Macron devienne zémourien. Donc on a juste envie de dire, pourrait-on regarder le réel vraiment en face, tel qu'il est, pour dire effectivement que les indignations n'ont pas à être sélectives. Du genre, je voudrais savoir s'il est blanc ou s'il n'est pas blanc avant de savoir si je dois m'indigner ou pas. Je voudrais savoir s'il est délinquant ou pas, s'il est de droite ou s'il est de gauche, avant de savoir si c'est une bonne idée ou une mauvaise idée. J'ai beaucoup cité cette phrase de Camus qui disait « Si la vérité devrait être de droite alors que c'était un homme de gauche, alors je serais de droite ». Et le jour où j'ai lu cette phrase, je me suis dit « Mais ça doit changer ma vie ». Le problème n'est plus de faire une lecture idéologique du monde en disant la droite a raison ou la droite a tort, la gauche a raison, la gauche a tort, ou les croyants ont raison, les croyants ont tort, je ne sais quoi. Ça, c'est ne pas penser. C'est babiller, c'est dans le psytaxisme, c'est-à-dire le fonctionnement du perroquet. Juste de dire, je regarde, je vois, je constate et je conclus. Et si ça va contre des idées de gauche, eh ben tant pis. L'homme de gauche est celui qui dira, ça donne peut-être tort à des idées de gauche, mais ça donne raison à la réalité, et c'est d'abord la réalité ou la vérité. Or, il n'y a plus de surmoi, mais il n'y a plus non plus de réel. Le virtuel fait la loi, on enseigne la réalité du virtuel plus que la réalité du réel, et aujourd'hui, quand des gens disent le réel, c'est le réel, ils s'entendent dire, par ceux qui pensent que le réel, c'est du virtuel, que ce sont des compagnons de route de Marine Le Pen, puis on connaît l'histoire, quoi, des nazis, des fascistes, etc. Donc c'est interdiction de penser le réel, mettez-vous à l'idéologie, donc il y a le bien, le mal, le monde est en noir et blanc, et donc si le réel vous donne tort, changez de réel. Alors le monde est en noir et blanc et le monde ne communie plus. Il n'y a plus, y compris dans ceux qui n'ont que ça, le fameux vivre ensemble dans la bouche, il n'y a plus de vivre ensemble. En tout cas, c'est vrai que chacun s'est mort. Mais et la question des morts, elle n'est pas du tout anecdotique, ou des martyrs, si vous voulez. C'est la phrase Auguste Comte, ce sont les morts qui gouvernent les vivants. Toute société, toute civilisation, on parle de la civilisation, s'articule autour d'une idée de sacré. Le sacré, dit Régis Debray très justement, c'est ce qui interdit le sacrilège et justifie le sacrifice. Donc ça a aussi à voir avec les morts et les morts qu'on se choisit. Je m'inscris en faux parce que je ne pense pas que les Français rejettent Naël en tant que mort. Je pense que ce à quoi on a affaire, c'est précisément le fait qu'une partie de cette population... Enfin, ce que c'est... Comme ils disent, ces populations se sont choisies Naël et le revendiquent comme leur mort et nous interdisent que ce soit notre mort aussi. On a vu cette scène où ils chassent les journalistes. On sait bien qu'ils s'attaquent aux représentants de l'État, ceux qui portent des uniformes, jusqu'aux pompiers qui sont là pour les sauver, mais aussi jusqu'aux médecins. Ils s'en prennent aux professeurs. Et là, ce sont les journalistes qui étaient là pour rapporter le réel de cette marche blanche. Mais ils estimaient que c'était sacré et que les représentants de l'État étranger n'avaient pas à s'accaparer leur mort à eux. Donc on voit chimiquement pur un séparatisme qui est en train de se fabriquer sous nos yeux, avec effectivement la revendication de leur mort à eux. C'est effectivement très impressionnant. Michel ? Oui, je souscris à ça. Et je pense que le danger, c'est qu'on cristallise autour de ces figures, de ces icônes. Et on voit bien comment, je me répète, mais le gentil Mbappé est sorti du bois et a dit « mais moi j'ai choisi mon camp ». Et d'autres, le fameux rappeur Medine, qui disent « mais maintenant on va pouvoir tuer parce que c'est pas interdit par le Coran ». C'est-à-dire les gens qui se retenaient un peu vont cesser de se retenir et ils vont vraiment sortir du bois en disant « puisque l'heure est venue de choisir son camp, il est bien évident qu'on ne choisit pas le vôtre ». Et quand je parlais de guerre civile à bas bruit, eh bien le bruit est de moins en moins bas. Et on commence de plus en plus à voir qui s'oppose à qui. Alors ça va marcher aussi dans le sens inverse, c'est-à-dire qu'on va radicaliser. Et j'imagine que le prochain sondage pour Marine Le Pen sera assez explosif. Enfin, je pense qu'elle va récupérer un nombre de voix incroyable, parce que j'ai encore vu des gens dans la rue qui m'ont dit vivement que Marine arrive au pouvoir. Je suis pas bien sûr que Marine Le Pen, avec le projet qui est le sien, changerait quoi que ce soit à l'état des lieux ou à l'état des choses, mais je veux dire que nous en sommes là. C'est-à-dire que la radicalisation de la société fait qu'aujourd'hui, nous allons avoir affaire à des gens qui, le premier sang versé, vont vraiment poser problème. Ouais. Stéphane, quand tu parlais tout à l'heure de sanglant en disant non, finalement, je retiens un peu mon mot, je rappelle qu'il y a combien? Plus de 200 policiers qui sont sur un lit d'hôpital. Donc, il y a eu du sang versé. Il n'y a pas eu encore de mort, mais il y a un moment donné où on se dit, ils vont y passer. Et cette banlieue est surarmée.
elle n'utilise les armes que contre les siens, c'est-à-dire quand dans les logiques animales de contrôle des territoires, du genre ça c'est mon territoire, c'est pas le tien, et tous les matins on a des informations concernant Marseille ou tel endroit où il y a eu des règlements de compte, comme on dit, mais il y a un moment donné où les règlements de compte ne seront plus internes, où ça va changer de camp, et là pour le coup on dira maintenant les règlements de compte, c'est plus seulement aller chercher des Nike dans un magasin qu'on aura défoncé, c'est éventuellement tirer sur le policier qui demandera à ce qu'on ne pille pas le magasin. Donc tous ces gens sont en train de mettre de l'huile sur le feu. Et le pire, c'est un Jean-Luc Mélenchon qui soit ne dit rien, soit laisse dire ou fait dire qu'en fait, ces gens-là ont bien raison de continuer à faire ce qu'ils font. On voit que Libération a titré la semaine dernière, qu'il y a eu un mort, les gens se mettent en colère, tout ça est bien normal. Ce journal qui est subventionné par l'argent public s'en vient nous dire que s'en vient nous dire que finalement, quand on va tirer sur des policiers, on fera bien parce que les gens gentils se mettent en colère. Guillaume, vous vouliez ajouter un dernier mot, il nous reste 1 minute. On voit bien que la question des gilets jaunes, par exemple, c'est une question sociale. C'est vraiment là. On pourrait considérer qu'en France, d'ailleurs, j'ai développé ça dans la populophobie, il y a un tiers-État, il y a 75% de la population. Voilà, alors il y a des prêtres qui prient pour la tolérance et la création de l'Europe, le sans-frontiérisme, etc., la mondialisation. Et puis il y a une toute petite élite aristocratique d'argent, etc. Bon, mais il y a 75% des gens qui sont dans le même bateau socialement. Et socialement, les gens de la France périphérique et les gens des banlieues, ils partagent les mêmes enjeux sociaux. Ils sont les perdants de la mondialisation. Sauf que vous voyez bien que dans les cortèges des Gilets jaunes, il n'y avait personne qui venait des quartiers. Personne. Donc c'est ça le mécanisme, c'est qu'ils font d'une certaine façon bande à part. La loi est la même pour tous, c'est la loi française. On l'appliquait à Naël, on l'appliquait aux meurtriers de Naël, c'est pas le sujet. Quand Mbappé dit « j'ai mal à ma France », de quelle France parle-t-il ? Il a beau être champion du monde, c'est la mienne aussi, c'est celle de Michel, c'est la vôtre, c'est celle du flic qui a tué, c'est celle de Naël aussi. C'est notre France, c'est pas sa France. Donc ils sont en train de faire sécession. C'est très important. Nous ne faisons pas sécession. Et il est très important de comprendre la singularité du temps présent. Ce n'est pas seulement la civilisation arabo-musulmane, c'est quelque chose qui ressemble à ça, plus quelque chose qui ressemble à une barbarie, avec du trafic de stupéfiants et avec des gens qui ont glissé hors de la société. Eh bien, je vous remercie tous les trois. Je vous donne rendez-vous sur nos environnements digitaux, à nos auditeurs sur la chaîne YouTube de Sud Radio, ainsi que sur la plateforme frontpopulaire.fr. À samedi prochain pour la dernière heure libre de la saison. Tout de suite, c'est On parle auto sur Sud Radio avec Jean-Luc Moreau et Laurence Perrault. Bonne journée à tous. Sud Radio, l'heure libre, Stéphane Simon, Michel Onfray.